bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait quoi d'être de retour sur cette scène une année après? Ah, ça me revient beaucoup des émotions et de pensées. Ouais, c'est un peu nostalgique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Après ma thèse en 180 secondes, j'ai confirmé ma passion pour communiquer les sciences. Et j'ai continué à faire des autres cours de la CUSO, même un cours de film, pour faire des films scientifiques, j'aimais beaucoup. Je recommande à tout le monde. Ouais, et je veux encore continuer dans ce schéma. Est-ce que, avant de prendre la parole, est-ce que tu aurais un conseil à nos candidats qui commencent à piétiner là-devant? Vous les sentez, je ne sais pas si vous sentez le sol qui tremble un peu. Est-ce que tu aurais un conseil pour eux? Oui, soyez vous-même. Ouais, c'est mon conseil principal. Très bien. Il faut toujours quelqu'un pour démarrer une soirée et Raphaëlla a gentiment accepté d'être cette personne. Elle va donc vous présenter la thèse qu'elle nous a présentée l'année dernière. À toi la scène. Merci. Quand j'étais enfant, j'avais une tortue. Un beau dimanche, je suis sortie avec ma famille, mais quand nous sommes rentrés, je n'ai pas la trouvée. En fait, elle est tombée du balcon et a fait une chute de 50 mètres. Ma tortue est morte, mais sa carapace était intacte. À ce moment-là, la petite scientifique en moi se demandait: comment la carapace peut être si résistante? D'où vient la carapace? La carapace est une partie du squelette des tortues. Nous, les humains, avons les côtes ici, entre les bras et les jambes. Les tortues ont leurs côtes au dos. Leurs côtes sont plus larges et sont liées avec une plaque d'environ 60 os. Même si ça fait plus difficile de marcher avec, la carapace offre une merveilleuse protection. Protection si bonne qui est là depuis les temps où des dinosaures géants marchaient sur la planète. La carapace est aussi adaptée à différents environnements. Par exemple, les tortues terrestres des Seychelles ont une grande et lourde carapace. Les tortues marines ont une carapace qui est plus fine et légère et leur permet de nager plus facilement. Chaque espèce de tortue a une carapace différente. Et c'est en étudiant ces différences qu'on peut découvrir leur évolution, leur écologie et même leur sexe. Plus, en sachant quelles sont les variations et adaptations des tortues vivantes, on comprend les tortues du passé. Moi, j'étudie l'évolution des tortues géohémidides, qui sont les plus grands groupes de tortues vivantes. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'évolution? Cette idée que les espèces changent leur forme et leur ADN à travers le temps. Bien, dans ma thèse, j'ai examiné 400 carapaces de tortues. Des tortues fossiles du Vietnam de 34 millions d'années aux tortues actuelles de l'Amazonie. Et j'étudie chaque détail de chaque os, de chaque carapace, de chaque espèce. Et je les ai comparées d'une espèce à l'autre. Avec ces informations, je peux dire qu'est-ce qui a changé dans la carapace à travers les temps, quelles sont les espèces plus proches entre elles et comment elles se sont adaptées pour vivre au Vietnam et en Amazonie. Pour moi, le plus incroyable, c'est de voir qu'après 200 millions d'années de l'évolution, la carapace des tortues n'a pas beaucoup changé. Mais pourquoi modifier une structure qui est tellement bien adaptée, n'est-ce pas? Jean Lafontaine n'avait-il pas raison? Chez les tortues, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Merci. Bravo Raphaëlla, tu as chauffé la salle. Il va falloir maintenant encourager les candidats, les vrais, cette année. Est-ce que tu as encore un petit mot pour eux? Ça va tout passer, c'est bon. Après 3 minutes, c'est fini. Ça va. Merci Raphaëlla. Merci. On passe à la pièce de résistance.
Ils sont 5 sur vos listes que vous avez reçues à l'entrée. En réalité, ils sont 6 parce que il y a toujours des gens qui se désistent, mais il y a toujours des gens qui, à la dernière minute, se disent tout à coup que pourquoi pas. C'est ainsi que dimanche soir, j'ai reçu un mail d'une dame qui a décidé qu'elle avait déposé sa thèse et que finalement, elle souhaitait participer à cette soirée. Donc elle ne s'est pas dit, j'ai déposé ma thèse, tiens, si j'allais un petit peu me reposer, je l'ai bien mérité, après tout. Non, elle a décidé que dans la semaine qui suivait, elle allait participer à la soirée de ce soir. Elle n'est donc pas sur vos listes, mais vous allez la découvrir tout à l'heure. J'aimerais que vous fassiez d'abord un énorme applaudissement aux candidats qui vont maintenant se présenter. Encouragez-les, s'il vous plaît. Encouragez-les. Elle est tessinoise. Elle a étudié les sciences de l'éducation et la pédagogie curative à Fribourg. Elle est ensuite partie à Genève. Des fois, il faut savoir s'éloigner un petit peu. Parce qu'elle avait envie d'apprendre le français et qu'à Fribourg, ce n'est pas tellement possible parce qu'il faut s'éloigner de la communauté tessinoise qui squatte Fribourg. Donc, elle est partie à Genève. Elle est maintenant assistante doctorante depuis 3 ans, à nouveau à Fribourg, parce qu'on n'oublie jamais cet amour-là. Elle n'aime pas trop le froid. Elle aime l'aventure, elle aime le voyage, ça tombe bien, MT 180, c'est un peu les deux. Elle aime aussi parler avec les mains, et ce soir, ça va être un peu plus compliqué pour elle, vous allez voir pourquoi. C'est pas grave, elle a la tchatch. J'accueille sur scène Zoé Albisetti. Bienvenue. Merci. Zoé, le public est vraiment super ce soir. Hein, vous êtes vraiment super. Mais si vous aviez dû, ou si vous deviez rajouter juste une personne qui n'est pas là ce soir, qui vous choisiriez? Il n'y aura pas juste une personne. Je pense qu'il y aura plusieurs personnes, en fait. Si je pense... on est là pour le doctorat. Du coup, le doctorat, c'est tout un parcours. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué, qui font que maintenant, je suis là. Donc, ça serait tout ce qui est famille, qui ont permis les études, les amis au Tessin, dans d'autres cantons. Enfin, plusieurs personnes, il n'y a pas juste une personne. On va devoir rajouter une salle. Non, peut-être pas. Ça suffit. Donc, on vous laisse devant ce public qui est là pour vous ce soir et on vous laisse la parole. C'est vous qui ouvrez le bal. OK. Bonsoir. Je commence par vous poser une question. C'est qui le président de la Confédération de cette année? Oui, il y a certains qui savent. Mais ceux qui doutent, est-ce que vous oseriez partager votre réponse ici, face à tout le monde, au nouveau monde? Pensez maintenant à l'école. Souvenez-vous quand vos profs vous posaient une question à laquelle vous ne saviez pas répondre. Vous aviez juste envie de vous cacher sous la table. En fait, vous n'aviez pas envie d'être comme lui, Charlie Brown, qui est toujours à côté de la plaque, mais le pauvre. Pendant la scolarité obligatoire, vous anticipiez les réactions des camarades et des profs, ce qui a déterminé votre manière d'agir. Combien de fois, par exemple, avez-vous renoncé à lever la main pour éviter d'être ridiculisé? Mais pourtant, l'école est un lieu où on a le droit de se tromper pour apprendre, non? Mais nous sommes tous en train d'évaluer ce qui nous entoure, n'est-ce pas? La classe est-elle perçue comme un lieu de sécurité ou de danger? Qu'est-ce qui encourage et qu'est-ce qui bloque la participation des élèves en classe? Voilà ce sur quoi porte ma thèse, le sentiment de sécurité des élèves. Lorsqu'un élève lève la main pour poser une question, il se donne les chances de trouver des réponses à ses doutes, donc d'apprendre. Mais il a pris un risque, celui de s'exposer avec ses points d'amélioration, ses faiblesses. Charlie, il ose agir. Il se donne les chances d'apprendre. Il adopte des comportements qui soutiennent son apprentissage.
Pour étudier le sentiment de sécurité des élèves, j'ai collaboré 9 mois avec 3 classes de secondaire 1. Et puis, pendant 7 ans, je me suis intéressée à leur perception d'être soutenus, d'avoir le droit à l'erreur, de s'exprimer, etc. Et puis, j'étais frappée par certaines réponses. Marco, par exemple, il dit être la cible de ses camarades, qui l'insultent, le frappent. Et puis, il ajoute « Je n'ai pas le courage de le dire à mes parents. Aidez-moi ». Il signe le commentaire. Il a besoin d'aide. Mais la question, c'est quel était le rôle des camarades et du prof dans la construction de son sentiment d'insécurité? Surtout, quel est l'impact de ce sentiment sur son engagement scolaire et social, voire sur ses réussites présentes et futures? Au final, l'intérêt est celui d'éviter de créer des cadres qui étiquettent les élèves comme des losers. Mais il s'agit plutôt d'encourager à être comme Charlie Brown, qui, malgré ses anxiétés, il ose agir. Merci. Merci. Bravo. Merci. Vous êtes de l'autre côté de la barrière maintenant. Ça fait quoi? Faites-leur envie. Ça fait... Va, venez, amusez-vous. Non, ça va. C'est un peu chaud, mais ça va bien. Allez vous rafraîchir alors. Merci. Lui aussi, il aime bien voyager. Il a grandi en Suisse, déménagé en banlieue parisienne. Il y a fait son bac. Il est revenu à l'université de Fribourg, étudier la sociologie. Il a obtenu un master en travail social. Ensuite, il a changé à nouveau de trajectoire. Il est allé travailler comme assistant social dans la protection de l'enfance, dans les prisons aussi. Il a vécu et travaillé en Algérie pour les Nations Unies. Beaucoup voyagé, rassemblé des expériences, vu des choses. Et puis finalement, 6 ans après, il s'est dit, tiens, si je me relançais dans les études. Et donc, il a commencé un doctorat en 2016. J'accueille sur la scène Baptiste Brodard. Bienvenue. Merci. Avant de commencer, parce que le sujet il est assez sérieux quand même, quand vous étiez petit, vous avez envie de faire quoi? Donc, j'avais prévu d'être mécanicien et je devais faire un apprentissage pour être mécanicien automobile. Ensuite, j'ai changé quelques temps après, donc j'ai finalement fait mon bac. Donc vous êtes prêt maintenant pour l'action sociale musulmane en Suisse, stratégie d'islamisation aux contributions au bien commun? Voilà, entre-temps, j'ai pensé que la mécanique automobile pourrait attendre un peu. J'ai observé la société, j'ai eu certaines expériences personnelles et je voulais m'intéresser plus à l'être humain, à la société, à l'actualité. Donc c'est ce qui a motivé un peu ce changement. Et c'est pour ça que je vous laisse le micro maintenant. Merci. Quand j'avais 20 ans, j'habitais en banlieue parisienne. Et je me souviens maintenant que les seuls travailleurs sociaux que j'ai rencontrés alors, c'était des associations musulmanes ou des musulmans qui venaient nous aider les jeunes et parler avec nous. Un jour, en rentrant à la maison, je trouve une enveloppe de 60 € contenant 60 € sous ma porte et avec une inscription zakat sur l'enveloppe. Zakat, c'est un mot arabe pour dire une sorte d'aumône, un impôt qu'on donne par bienfaisance. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est qui m'a laissé cette enveloppe et cet argent. Mais j'ai vu qu'il y a un lien entre islam, action sociale, bienfaisance. Et cela est resté toutes ces années dans ma tête, jusqu'à ce que je commence une thèse 10 ans plus tard, de retour en Suisse, sur l'action sociale musulmane. Titre difficile, rien que le titre fait grincer des dents à certains. Déjà, certains disent pourquoi c'est des organisations religieuses de surcroît musulmanes qui devraient faire de l'action sociale. N'est-ce pas le rôle de l'État? Mais ici, ce n'est pas si évident que ça, parce que l'État même délègue parfois son travail social à d'autres acteurs, parmi lesquels des acteurs religieux. D'autres personnes, notamment dans certains médias, notamment certains politiciens, parlent de complot. L'action sociale musulmane serait au service de l'islamisation de la société
ou de prosélytisme, on voudrait convertir, donc on aiderait pour cette raison. Donc c'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai commencé une thèse sur ce sujet polémique, d'actualité, en voulant vraiment voir ce qu'il en est sur le terrain. J'ai utilisé une approche ethnographique pendant 2 ans en rejoignant des organisations musulmanes en Suisse, dans 3 différentes villes, et en faisant des entretiens, des observations pour voir quelles sont leurs pratiques, quelles sont aussi leurs intentions, et pour en savoir plus sur le sujet. Finalement, j'ai remarqué que ces associations, malgré certaines idées reçues, sont le plus souvent indépendantes des organisations étrangères, mais aussi des grandes structures musulmanes. Pourquoi? Parce qu'elles retranscrivent la volonté des acteurs musulmans et suisses de mettre en œuvre leur foi sur le terrain. Ils veulent agir en tant que bons citoyens et pensent que l'islam leur demande la bienfaisance, leur ordonne de faire le bien. Un deuxième grand résultat de la thèse, c'est de voir la grande diversité en termes de bénéficiaires. Donc l'action sociale musulmane ne touche pas seulement les musulmans, mais toutes les personnes dans le besoin. Il y a par exemple des pratiques de prévention du suicide, de prévention de la toxicomanie et même de prévention de la radicalisation. Ici aussi, ça étonne et ça énerve parfois. Comment des organisations musulmanes pourraient faire de la prévention contre la radicalisation? Est-ce que ces associations ne seraient donc pas seulement une partie du problème, comme on tend à le présenter, mais aussi une partie de la solution? Merci. Bravo. Comment ça va? J'étais dépassé par le temps, mais ça va. Oh, vous étiez dedans, c'est bon, c'est réussi. Vous voulez faire un appel aux dons, mais s'il y a des gens qui ont envie de faire une zakat encore, des fois les étudiants, ils ont besoin un petit peu de soutien. Oui, peut-être au bar, après, il y aura une collecte qui va être organisée. Pour... Que du non-alcoolisé, alors. À 7 heures, ça va. Alors lui, par contre, à 4 ans, il savait déjà ce qu'il voulait faire. C'était clair, il serait avocat. Valaisan, études à Sion, tout un parcours universitaire à Fribourg. Apparemment, il s'est attaché, comme beaucoup de Valaisans d'ailleurs, les Tessinois et les Valaisans, ils s'attachent à Fribourg. Il a adoré faire sa thèse ici, il adore ses collègues, il les ressent un peu comme une sorte de grande famille. Ça tombe bien, il aime aussi beaucoup l'ancienne gare, c'est une espèce de Stamm, si j'ai bien compris. Donc il est ici chez lui, très à l'aise. Cet amateur de course à pied et de peinture va nous présenter les prochaines 3 minutes. Et j'accueille sur scène Arnaud Constantin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on aurait peut-être dû vous faire passer en premier parce que vous avez un secret à confier aux autres candidats, si je ne me trompe pas. Vous êtes le seul qui sait depuis tout petit comment on vainc le trac. Oui, alors j'ai appris ça grâce à mon papa qui est dans la salle aujourd'hui. Et quand j'étais petit, j'étais un petit peu stressé à l'idée de faire des présentations, etc. Et il me faisait serrer en fait un arbre en me disant que ça peut paraître drôle, hein, mais j'ai l'impression que ça marchait parce que tout d'un coup, j'étais transcendé et je serrais cet arbre. C'était un chêne et puis tout d'un coup, j'étais content et j'y allais. Moi, je vous rassure, j'ai pas serré d'arbre ici. Je me sens assez... On peut vous apporter une souche. Vu que c'est mon stam, j'ai essayé d'être un peu ancré dans l'ancienne gare. Bien, alors les 2 pieds ancrés dans la scène, je vous la laisse. Merci. Quand j'étais petit, j'étais le petit intello, isolé au fond de la cour. Vous savez, celui qu'on déteste par principe, juste pour faire comme tout le monde. Eh bien, c'était moi. Alors, je restais assis pendant des heures à lire ma bande dessinée préférée, Astérix et Obélix. Rassurez-vous, j'ai grandi maintenant. Enfin, pas vraiment en taille, mais j'ai grandi quand même. Et j'ai laissé cette période solitaire derrière moi. Mais elle m'aura quand même permis de faire un constat non négligeable. C'est que les enfants sont méchants entre eux. Ils ne pensent pas à ce qu'ils disent. Et ils ne peuvent pas se défendre seuls, sauf avec un coup de poing bien placé. Eh bien, devinez quoi? Il en va de même sur Internet. Les attaques fusent. Les internautes sont méchants parfois, mal élevés souvent. Et les victimes
ne peuvent pas se défendre par leurs propres moyens. C'est là que j'interviens. Ma thèse a pour but de trouver un moyen efficace pour vous permettre de vous défendre sur Internet. Obélix balançait un menhir ou à la rigueur un bon hypercute sur les Romains. C'est très efficace. Et c'est encore possible de se fâcher tout rouge sur Internet en publiant un commentaire assassin ou en insultant l'auteur du contenu qui vous dérange. Mais ce n'est pas conseillé, parce que cette attitude n'est pas prévue par le droit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour rester du côté du droit? Il y a bien le droit pénal ou le droit civil qui permettent en général de faire quelque chose. Mais il faut avoir du temps à perdre. Et surtout, il faut passer à la caisse. Alors quoi? C'est tout? Je suis venu, j'ai vu, et en plus je dois accepter que le ciel me tombe sur la tête sans rien dire? Eh bien non. Il existe un petit nombre d'irréductibles articles qui résistent encore et toujours à l'envahisseur sur Internet. C'est sur ces articles que je rédige ma thèse, sur le droit de réponse. C'est en quelque sorte la potion magique du web. Elle vous permet de donner votre version de l'histoire, sans dire qui a tort ou raison, et sans intervention judiciaire. C'est ça qui est très intéressant. Une version contestée, une réponse. Pas de juge. Pas de juge, pas de sanction. Pas de sanction, pas d'avocat. Pas d'avocat, pas de frais. C'est gratuit. Mais alors, si c'est si bien que ça, pourquoi est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler? Eh bien, tout simplement parce que les avocats ont oublié que cette possibilité existe. Aussi et surtout parce qu'elle ne leur permet pas d'encaisser des honoraires mirobolants. Tout le monde s'en fout en somme. Tout le monde? Non. Avec ma thèse, je propose de dépoussiérer le droit de réponse pour en faire un moyen efficace afin de vous permettre de réagir sur Internet pour que vous ne soyez pas aussi démunis que moi lorsque je me heurtais aux brimades de mes camarades de classe. Le droit de réponse est la solution sur Internet parce que c'est gratuit, simple et rapide. Alors ne vous laissez plus faire, hashtag, il est grand temps de réagir. Merci de votre attention. Le public est toujours hyper chaud. D'ailleurs, merci au public. Quand même une petite question, parce qu'ils sont tous très gentils, mais si vous aviez dû choisir une seule personne pour présenter cette thèse, vous auriez pris qui? Alors, sans hésitation, ma grand-mère. Parce que ça fait des années, et maintenant, à chaque fois que je la vois, que je lui raconte ce que je fais, et elle me dit encore « ça va à l'école ». Donc, j'ai perdu un peu l'espoir, et maintenant je lui dis « j'écris un livre ». Et le pire, c'est que je lui ai amené ce livre qui a été fini récemment, puis elle m'a dit « mais t'as recopié d'où ça ?» Alors, peut-être que ça l'aurait éclairé. Merci beaucoup. Merci à vous. Voici notre concurrente Last Minute. Elle est québécoise. Elle précise qu'elle est venue en Suisse juste pour le doctorat, hein. Mais vous allez voir qu'il y a une bonne raison. Elle a été professeure de piano et de théorie musicale. Elle a fait de la suppléance dans les écoles primaires. Elle a étudié la pédagogie collégiale. Ça, c'est une expression québécoise. Chez nous, ça n'existe pas, hein. Et elle était scout pendant plus de 20 ans. Je suis ravie d'accueillir sur scène Sylvie Noro. Alors vous, je ne sais pas si vous avez une tata Jeannette, mais comment les gens réagissent quand vous essayez d'expliquer ce que vous faites? Alors déjà, de comprendre un peu qu'est-ce que la musicologie, c'est déjà un bon défi, parce que quand tu réponds « oui, j'étudie la musicologie », ils font « quoi? Muséologie? Non, musique. » Ah, alors tu joues plein d'instruments? Non, j'étudie l'histoire de la musique, la théorie. Ah, ouais, ça a l'air intéressant. Ouais. Mais déjà là, c'est... Il faut déjà partir des bases. Oui, il faut partir des bases. Vous allez expliquer les bases de l'identité culturelle dans le recueil Chants de jeunesse. On verra si après tout le monde reprend des vieux airs en chœur. Il était une fois un recueil de chants qui s'appelait Chants de jeunesse. Né en 1923, il a été conçu pour servir de programme de musique dans les cours de chant des écoles du canton de Vaud.
Très fier de ses vertus pédagogiques et esthétiques, il a trimballé ses 234 chants dans l'ensemble du canton durant plusieurs décennies. Un jour, une chercheuse s'est dit « Je vais essayer de creuser le mystère de l'identité de ce recueil. Est-il vraiment représentatif de l'identité culturelle de la Suisse ou est-ce un mythe? » Elle a commencé sa recherche en se demandant « Mais d'où viennent les chants qui sont dans ce recueil? Sont-ils de la Suisse? » Elle a en effet trouvé que moins de la moitié des chants provenaient de la Suisse et les autres étaient en grande partie de la France et de l'Allemagne. Mais qu'ils étaient tous européens, donc on restait dans le même continent. Ensuite, elle s'est dit « Mais je suis musicologue, je vais regarder la musique. Est-ce qu'il y a des traditions suisses dans les chants de ce recueil? » Effectivement, oui, on trouve des traces de yodel, des chants de la montagne comme les rangs des vaches. On trouve aussi des traditions d'harmonisation de chants à 3 voix, comme la tradition alémanique, et de chant à l'unisson, comme la tradition française. Ensuite, elle a creusé dans les textes. Elle s'est dit, peut-être que là, je vais trouver des symboles qui sont plus forts. Et effectivement, c'était déjà un peu plus concluant. Il y avait beaucoup de symboles comme la montagne, Guillaume Tell, la liberté, la nostalgie du pays. Elle a aussi remarqué que bien que les chants étaient presque tous en français, ils avaient aussi fait une place au patois vaudois, au patois fribourgeois, donc les patois de la Suisse romande. Et on avait même mis des versions des chants en italien et en allemand. Là, c'est dit, déjà, on a des indices que ce pourrait être représentatif de l'identité, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, parce qu'il y a encore beaucoup de chants qui parlent juste de pédagogie ou qui sont d'ailleurs de la Suisse. Elle s'est dit, mais je pourrais chercher, ces chants-là n'ont pas été créés pour le recueil exactement. Je vais chercher du côté des sources. Alors, elle a comparé les versions antérieures avec la version qui a été mise dans Chants de jeunesse. Et elle s'est rendue compte que plusieurs des chants avaient été modifiés. Alors, les créateurs de Chants de jeunesse sont bien défendus. Ils se sont dit, oui, mais c'était parce qu'il y avait des allusions moralement douteuses. Alors, il fallait absolument qu'on les enlève. Aussi, il y avait des choses esthétiques. Là, la prosodie, c'était pas très bon. La prosodie, c'est l'accentuation de la musique. Alors, oui, c'est vrai. Sauf que quand on les regarde de plus près et qu'on voit qu'un chant qui parlait d'amour s'est transformé en un chant qui vante les mérites d'une journée à la montagne, on se dit quand même qu'il y a un petit effort d'identification. Alors, on peut se dire que Chants de jeunesse était vraiment représentatif de l'identité suisse, bien qu'il n'ait pas une histoire de conte de fées, il a sa place dans l'histoire de la musique suisse. Rassurez-moi, ce n'est pas en chantant à l'école primaire que vous est venue l'idée de votre thèse. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez enfant? Je sais pas si j'étais prédestinée à ça, mais j'aimais beaucoup déjà chanter les chants folkloriques. Moi, je me souviens quand j'étais toute petite, je voulais être caissière au supermarché. Je n'avais pas des grandes ambitions, mais, mais j'ai toujours aimé chanter. Donc oui, peut-être que... Bon, vous êtes à votre place, donc. Ben oui. Merci beaucoup. Merci. Elle aussi, elle s'est attachée à l'université de Fribourg. Elle y a fait toutes ses études. Maintenant, elle poursuit son doctorat en co-tutelle entre Fribourg et Marseille. J'ai appris un truc sur elle juste avant que ça commence. Il paraît que dans votre coin, il y a une source inépuisable de candidats pour le MT 180. Je remercie une personne en secret dans la salle qui fournit les candidats chaque année, et j'attends la suite avec plaisir. Je suis ravie d'accueillir sur scène Fiona Laura Rosselet-Jordan. Ah oui, on sent le soutien. Désolée. Oh, c'est super. Alors, vous me disiez que ce n'était pas tellement le sujet de la thèse qui posait problème quand vous parliez à Tata Jeannette, c'était un peu comme Arnaud Constantin, c'était plutôt votre statut professionnel. Oui, ça m'a fait rire justement. Effectivement, on a statut toujours entre l'étudiant et celui qui travaille, donc t'es payé pour étudier, c'est bizarre, mais c'est vachement bien du coup. Et effectivement, ça, c'est pas toujours facile à dire. Oui, je travaille et oui, j'aurai un diplôme à la fin, en fait. Enfin, normalement, j'espère.
Donc voilà. Vous allez partager avec nous statut. le résultat de ce travail? Je vais essayer. En tout cas, les premiers. Merci. Comme vous voulez. Quand j'étais petite, j'imaginais ma mémoire comme une très grande pièce pleine de tiroirs. Plus j'apprenais et plus de nouveaux tiroirs se créaient ou s'agrandissaient. Dans ma tête d'enfant, j'avais donc très certainement un coin entier dédié à l'univers de Harry Potter, avec des tiroirs plus ou moins grands étiquetés personnages, potions, sortilèges, et ainsi de suite. Parce que oui, dans notre mémoire, on essaye d'organiser les choses de manière plus stratégique possible, histoire de pouvoir retrouver les informations le plus rapidement et le plus facilement quand on en a besoin. Et parfois, certains tiroirs sont trop peu ouverts et finissent par disparaître si on oublie où on les avait rangés. Cette masse de tiroirs, c'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Dans ma thèse, j'essaye d'examiner les mécanismes qui nous permettent d'utiliser toutes ces connaissances stockées dans nos tiroirs grâce à une autre mémoire qu'on appelle la mémoire de travail. Cette mémoire de travail, on la connaît beaucoup moins bien. Pourtant, on l'utilise tous les jours, même en cet instant précis d'ailleurs. C'est grâce à elle que vous pouvez écouter et réfléchir à tout ce que je vous dis en même temps, tout en vous demandant si après vous irez plutôt commander une bière, ou plutôt un coca. En gros, cette mémoire de travail, c'est un peu comme un établi de travail, là où vous pouvez vous concentrer sur plusieurs choses en même temps. Et c'est là que je me suis demandé comment ces deux mémoires, la mémoire à long terme et la mémoire de travail, font pour travailler ensemble. Comment les informations peuvent sortir des tiroirs pour arriver sur notre établi quand on en a besoin. Et c'est là que j'ai imaginé qu'on avait un genre de petit bonhomme dans nos têtes, très actif, et qui pouvait peut-être se charger de faire les allers-retours entre l'établi et les tiroirs. J'ai donc mis notre mémoire à l'épreuve en faisant faire à ce bonhomme plein de choses, dans plein de conditions différentes. Dans certaines expériences, j'ai mis des obstacles sur le chemin de ce bonhomme pour rendre ses allers-retours entre l'établi et les tiroirs plus longs ou plus compliqués. Et j'ai vu que plus le chemin était facile et rapide à faire, et mieux il pouvait travailler tranquillement à son établi. Dans d'autres expériences, j'ai fait mémoriser des listes de mots qui se ressemblaient aux gens, qui avaient un sens commun. Et j'ai vu que quand ces listes de mots se ressemblaient, le petit bonhomme, il va chercher qu'un seul tiroir qui contient toutes les informations. Et pour lui, c'est plus facile de ramener qu'un seul tiroir et de travailler convenablement à son établi. Par contre, si les informations à souvenir ne se ressemblent pas du tout, il est obligé de ramener plein de tiroirs, un par information. Et là, par contre, il y a de gros risques qu'il en laisse tomber quelques-uns en route et qu'il finisse jamais son travail convenablement. La dernière constatation que j'ai faite, c'est que la complexité du chemin, le fait d'avoir plein d'obstacles, n'empêche pas du tout notre bonhomme de porter plein de tiroirs s'il en a envie. Et ça, c'est plutôt un avantage, parce que ça veut dire que dans la vie de tous les jours, on arrive à utiliser toutes ces informations qui sont stockées dans nos tiroirs pour pouvoir les utiliser tout le temps, quand on veut. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et ça veut dire aussi que dans notre mémoire, il y a plein d'autres mécanismes que je n'ai pas encore vraiment étudiés et qui sont à l'œuvre. Ça veut dire aussi que notre tête, elle est bien plus meublée et bien plus habitée que ce qu'on pensait. Donc maintenant, je vais libérer votre mémoire de travail. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tout un fan club. Ah ouais. Mini-exercice de mémoire à long terme. C'était ça ouais. que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Pas vraiment. Enfin, j'ai jamais trop dévié. Je voulais être enseignante, psychologue, logopédiste. Donc, c'est toujours resté un peu dans les mêmes choses. Et c'est un peu mes deux directrices de thèse qui m'ont sauté dessus et qui m'ont dit « Non, mais on a un sujet de thèse pour toi. » Elles sont très actives, vos directrices de thèse. Elles sont super, ouais. On va peut-être les faire monter sur scène, un de ces quatre. On va réfléchir à la question. Je suis pour intégrer les professeurs à ce concours, moi. Merci beaucoup. Les bonnes choses sont toujours très courtes. On arrive déjà à notre dernière candidate. Elle est originaire de Roumanie. Elle a grandi à la campagne où elle a développé une grande curiosité et la conviction que le savoir donne le pouvoir. Au collège, comme toutes les ados, elle tombe amoureuse du latin. Ah, il y a d'autres amateurs. Depuis 2 ans, elle poursuit une thèse à l'Université de Fribourg dans le domaine de la philologie classique. J'accueille sur scène Isabella Stoyan. Bonsoir.
Ok, ado amoureuse du latin, d'accord. Ouais. Mais enfant dans la campagne, vous rêviez pas déjà au latin? Ah non. Quand j'avais 3 ans, je pense que je voulais être sœur dans un monastère. C'était quelque chose de très sérieux. Après, à 8 ans, je pensais non, je veux être la présidente de la République. Après, je pense que je voulais être directrice de films et actrice. Après, psychologue. Et je pense qu'à la fin, je me suis dit non, je pense que je veux être professeure ou enseignante. Ça porte un petit peu, comme ça, je peux être actrice aussi et tout ça. Mais présidente, bon. Comment rassembler les plaisirs dans son métier. Voilà. On va découvrir quelque chose que je pense peu de gens connaissent dans cette salle. On va vous suivre dans cette aventure. Merci beaucoup. Et vous ne l'utilisez pas? Oh, quel outil précieux depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Elle garde nos maisons protégées, nos informations à l'abri et notre argent en sécurité. Elle ouvre les portes, les programmes et les comptes. La clé, sous n'importe quelle forme, donne du pouvoir à celui qui la détient et lui préserve ses biens. Mais avez-vous jamais pensé aux langues? Qui les préserve et qui leur donne accès? Voici la clé. C'est la grammaire. En Europe centrale, au 8e siècle, la grammaire est depuis longtemps méprisée et abandonnée. La langue est laissée sans protection et toutes les informations qu'elle véhicule sont en danger. Mais, un jour, apparaît un héros. Avec l'aide de son meilleur compagnon, il réussit à sauver la langue et tous les trésors des connaissances qu'elle transmet. La langue dont je vous parle, c'est le latin. Le héros Charlemagne et son compagnon Maître Alcuin. Sauver le latin n'était pas facile, surtout que plus personne ne l'avait pour langue maternelle. Mais il restait la langue de l'Église, de l'administration, de l'école et des relations internationales. Imaginez-vous que toutes les informations officielles soient dans une langue que vous ne connaissez pas. Que faire? Soit vous laissez tout le pouvoir entre les mains de ceux qui ont accès ou qui prétendent d'avoir accès à la langue, soit vous vous donnez la peine de posséder vous-même sa clé. Alcuin connaît bien l'importance et le pouvoir d'une langue, mais il sait aussi qu'obtenir sa clé est chose difficile. Apprendre la grammaire, c'est comme s'attaquer à un buisson d'épines, dit-il. Heureusement, le maître carolingien détient aussi des stratégies pour apprivoiser cette épineuse gardienne de la langue. Vous voulez les connaître? Il faut tout simplement lire le traité d'Alcuin sur la grammaire latine. Vous le trouvez dans les manuscrits médiévaux. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'édition fiable ni de traduction de ce texte. Pas encore, parce que je m'en occupe. L'original du texte est perdu, mais 22 copies manuscrites ont survécu. Pour établir le texte le plus proche de l'original, je compare toutes les copies manuscrites existantes, mot par mot. Lorsqu'il y a des différences, je décide de la meilleure variante. Éditer un tel texte, c'est toute une histoire, quoi. Mais c'est le boulot de la philologue classique comme moi, patiente, persévérante et fort intelligente. En définitive, pourquoi est-ce que j'investis mon énergie à éditer et traduire une grammaire latine médiévale? Parce que, comme beaucoup d'autres textes écrits dans cette langue morte, celui-ci répond à un souci très actuel. Comment rendre l'éducation agréable? Alcuin nous montre 3 stratégies pour apprendre plus facilement même la grammaire. Le dialogue, le jeu et la compétition. Alors, courage, attrapez-la cette clé et faites bon usage du pouvoir qu'elle vous apporte. Ça y est. Oui, c'était trop vite. Oui. On recommence? Peut-être. Hein? Okay. Bien, comment ça va? Très bien, je suis soulagée maintenant. Merci, allez vous soulager. Merci à vous. Bon, c'est facile, hein? Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Vous les avez vus. Ils ont tout donné devant vous. Ils ont été très bons, à mon avis. Je suis très neutre. Mais je pense qu'ils méritent encore une fois, tous,
Bravo. Maintenant, pour eux, c'est terminé. Par contre, la responsabilité, elle est chez vous. Ici et ici. Vous avez une demi-heure. N'oubliez pas qu'au fond, il y a les urnes. Vous avez tous reçu un jeton. Votez pour eux. Ils l'ont mérité. Faites cet effort. Allez voter et choisissez votre candidat préféré. 30 minutes. Top chrono. Vous êtes tous bien installés? C'est le moment que 6 personnes dans cette salle attendent depuis plusieurs semaines. Applaudissez-les encore une fois, ils le méritent. Applaudissez aussi le jury qui a durement réfléchi. Je vous invite à me rejoindre sur le tapis. On va garder un peu le suspense, on ne veut pas tout de suite savoir... Non, non. L'apéro, c'est juste après. Vous avez 5 minutes encore. Ça va? Bonne soirée? On va commencer par un petit tour de table. Comment vous avez trouvé nos candidats? Donc, j'ai été délégué pour prendre la parole en ce moment. On a trouvé ça assez extraordinaire. On va se mettre un peu là. On a trouvé ça assez extraordinaire. C'était épatant. Toutes les qualités, toutes les présentations étaient d'une grande qualité. C'était extrêmement dur de vous départager. Et on a vraiment eu un grand plaisir à toutes les présentations. On a appris des choses. Voilà, c'était vraiment, c'est un exercice qui pour nous, moi j'aimerais bien le renouveler. Hein. Alors je serai dans la salle, pas forcément en jury, mais je viendrai volontiers en tout cas en ce qui me concerne. Donc bravo pour le travail qui a été fait, puis pour les présentations magnifiques. Voilà. C'était génial, c'était vraiment génial, un grand bravo, merci, parce que vous nous avez raconté une histoire, c'était important. Et puis surtout, j'ai un peu honte parce que du coup, je me souviens de ma première prestation publique où j'avais perdu la voix après quelques secondes. J'ai eu une sorte, parce que j'avais respiré trop vite, puis j'avais eu un blocage, il n'y avait plus un son qui sortait, ça restait coincé dans la gorge. Puis j'ai dit, moi, ça m'est arrivé. Et c'est toujours difficile de parler en public. Parce qu'après, une fois qu'on a fini, on se dit, oh mince, j'ai oublié, mais je voulais dire ça comme ça. Puis je ne voulais pas utiliser ce mot. Puis c'était pas assez clair. Et ça m'arrive encore, malgré le fait que j'anime parfois des débats, que je mène des interviews. Et c'est quand même toujours un stress. Et là, j'ai l'impression, voilà, l'élève a déjà dépassé le maître. C'est affreux. Alors moi, je ne vais pas rallonger, mais bravo à tous, vraiment, c'était vraiment magnifique. Et puis le stress, moi je me suis dit, j'aimerais pas être à vos places, parce que en fait, le stress de voir ce chronomètre, c'est terrible, 5, 4, 3, 2, 1, et hop, on doit y être. Et voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment bravo, vraiment félicitations. Merci à tous les trois, en tout cas. On va garder encore le suspense du jury 2 secondes. Restez là, ne bougez pas. Le premier prix que nous allons remettre, c'est le vôtre. Vous avez choisi votre prix du public. Et ne partez pas trop loin. Revenez. On va... comment on fait pour faire durer un peu le suspense? Je pourrais vous raconter une blague ou non? Je dirais, commencez par applaudir ce prix du public. Le prix du public est attribué ce soir à Isabella Stoyan. Vous voulez nous dire un petit mot? Je suis surprise, alors merci beaucoup. Merci, merci bien. Bien, je vous invite à vous rasseoir. Et c'est maintenant le moment de la remise des prix du jury.
Donc, les 3 candidats qui ont été élus iront à la finale nationale. Chacun va recevoir une petite enveloppe de la part des jurys. Ils ont décidé de chacun remettre un prix à une personne, 3 jurys, 3 prix. On commence par vous. Alors, pour le 3e prix du jury, je ne vais pas garder le suspense très longtemps, mais il faut avoir une très bonne mémoire pour se souvenir du titre. Et je dirais... Donc ça, c'est à travailler, hein. Et puis... Alors, le jury a relevé un thème complexe qui était très bien explicité, de très belles images et de très bonnes images, finalement. Des constatations qui nous amènent finalement à des recherches encore plus grandes et des résultats certainement encore plus complets et plus importants encore. Et puis, donc voilà, bravo pour le travail et puis bravo pour la présentation. Et puis voilà votre prix. Je serre la main quand même. Merci. Le 2e prix, c'est vous, Madame Gouma. Oui, voilà. Alors, voilà, dans le cercle, le 2e prix va à une personne que nous avons bien écoutée. Une personne qui a bien vendu sa salade. Hein. Moi, j'achèterais pas seulement la salade, mais tout le frigo. Et puis, je crois même que je l'engagerai à la liberté. On a souvent bien besoin de ses conseils. C'est Monsieur Constantin. Le droit de réponse, ça nous connaît. Hein. Vous voulez réagir? J'aimerais dire merci au public et au jury, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, je prends note de l'offre à la liberté. Merci beaucoup. On a dit en début de soirée que ma thèse en 180 secondes construisait de futures carrières. Donc, on a une 3e preuve ce soir. Et on arrive maintenant au 1er prix. Madame Mélan-Krause. Merci. Alors, pour le 1er prix, j'appelle celle qui a déjà obtenu le prix du public, Isabella Stoya. Alors, voilà, vous avez fait l'unanimité du jury. On a beaucoup aimé votre présentation, l'histoire de la clé. Et puis moi, comme conteuse, j'ai adoré parce que la clé qui ouvre toutes les portes, même celle de la petite chambre chez Barbe Bleue, où il y a des interdits. Et puis votre façon d'amener le sujet, donc ça a été tellement convaincant qu'on s'est tous dit qu'on avait envie de lire votre thèse. Alors qu'au départ, le titre était le plus énigmatique. Et donc, vous avez vraiment très bien démontré cela et vous avez un grand potentiel. Donc, vraiment, félicitations. Et peut-être la chose que moi, je pourrais vous dire, c'est prenez encore un tout petit peu plus de temps. Et vous l'avez senti, parce qu'il restait quelques secondes. Et alors, ça aurait été vraiment... c'était un plaisir de vous entendre. Voilà. Bravo. Vous voulez encore dire quelque chose? Oh mon Dieu. Plus que merci, oui, je suis surprise de nouveau, mais je suis contente parce que mon amour à la fin m'a apporté beaucoup de la chance. Merci, beaucoup de chance. Le latin, c'est mon amour, bien sûr. Merci. 3 prix, enfin 4 prix, 3 gagnants ce soir, mais
c'est un peu comme à l'école des fans finalement. Hein. L'important c'est de participer et tout le monde est gagnant. Donc j'aimerais rappeler tous les candidats sur scène à rejoindre le jury sous vos applaudissements nourris s'il vous plaît, parce qu'ils l'ont tous mérité.